L'histoire enfuie du remembrement, une émission de Radio Zinzine. C'est un entretien avec Léandre Mondard au sujet de la bande dessinée récemment publiée qui s'appelle Champ de bataille. Nous avons diffusé cet entretien une première fois dans le cadre du Génésis Alpage le 10 janvier 2025. Léandre Mondard, historien, a été un peu le conseiller principal historique pour l'enquête menée par Inès Leroux, qui est très connue pour le BD qu'elle a fait sur les algues vertes en Bretagne. Là, il s'agit de Champ de bataille, l'histoire enfuie du remembrement, qui vient de sortir il y a très peu chez la revue dessinée. Un magnifique livre, bande dessinée, très instructif, qui évoque énormément d'aspects de cette histoire un peu enfuie, peu connue, qui a vraiment créé des dégâts mais sociaux, interhumains, écologiques, de tout point de vue, énormes, et dont en fait on parle peu dans l'histoire de la France. Voilà, maintenant en ligne, Léandre Mondard, salut. 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 Alors, voilà, j'ai remarqué que tu es plutôt, le conseiller un peu historique, parce que tu as fait une thèse donc en histoire, tu vas nous raconter tout ça, pour un bande dessinée dans la série La Revue dessinée, qui s'appelle Champ de bataille, Champ avec S en pluriel, qui est donc l'autrice Inès Leroux, qui est bien connue pour le BD qu'elle a fait sur les algues vertes en Bretagne. Mm-hmm. Et puis les illustrations qui sont fort bien faites, je trouve, de Pierre Van Hove. Et le sous-titre, c'est l'histoire enfuie du remembrement. Alors, peut-être tu pourrais juste faire une petite présentation de toi-même. Tu as fait des études et tu as en fait travaillé un tout petit peu sur ce sujet, si j'ai bien compris. Alors oui, je suis encore en réalité en thèse. J'ai pas encore soutenu ma thèse et j'espère pouvoir le faire bientôt. Donc je suis encore en cours de rédaction. Et effectivement, donc moi j'ai étudié spécifiquement le remembrement en Bretagne et on a découvert avec Inès vers 2020, voilà qu'on étudiait le même sujet et on s'est mis donc à coopérer, à faire bibliothèque commune, à faire des entretiens sur le terrain. Et voilà comment on en est venu à ce travail commun. Et donc peut-être je peux dire aussi comment je suis arrivé à ce sujet. Tout à fait. Et peut-être tu peux aussi faire, on va développer bien sûr, mais une sorte de petite définition. Qu'est-ce que c'est en fait le remembrement ? Oui, c'est vrai. Le remembrement, en fait, c'est une grande politique d'aménagement agricole qui s'est déployée en France principalement dans la deuxième partie du XXe siècle. Et ça consistait à organiser à l'échelle d'une commune un échange généralisé et obligatoire des parcelles de façon à les agrandir pour les adapter aux tracteurs surtout et au matériel agricole moderne de plus en plus grand. Et ça consistait aussi à grouper ces parcelles autour des exploitations. Et du coup, dans des régions bocagères, comme la Bretagne par exemple, et d'autres, ça a eu un effet très visible sur le paysage, parce que pendant le remembrement, on a beaucoup détruit aussi des haies, des talus, des chemins creux, qu'on considérait à l'époque, que les ingénieurs considéraient comme des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol. Et donc là, ça c'est les effets environnementaux et paysagers, voilà, qui sont très visibles, et c'est ce qu'on a souvent retenu. Mais ce qu'on a voulu montrer avec Inès, c'est aussi que il y a eu beaucoup de dégâts sociaux, psychologiques et même culturels dont on parle moins, et qu'on a voulu
vraiment mettre en évidence. Oui. Et comment ça se fait que toi, tu as choisi cette question? Eh bien, ça faisait un moment que je m'intéressais à l'histoire de l'agriculture, sachant que mes parents étaient éleveurs laitiers en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, donc j'avais une envie de creuser un peu cette histoire-là qui m'était proche, mais je m'étais rendu compte, tout comme Inès d'ailleurs, que il y avait très peu d'études qui avaient été consacrées au remembrement. En tout cas, très peu d'études récentes ou qui s'intéressaient à tous ces effets sociaux et psychologiques, et à toutes les résistances aussi au remembrement qui ont été très nombreuses. Toutes ces choses-là, c'était vraiment des angles morts, des quelques études qu'il y avait eu jusqu'ici, sachant que les gens qui avaient étudié ce sujet-là jusqu'ici, c'était plutôt des géographes aménagistes qui avaient aussi leur biais et qui n'avaient pas du tout de regard critique en fait envers l'aménagement. Du coup là, il y a tout restait à faire en fait. Du coup, il y a Inès, il y a moi, il y a quelques autres personnes aussi qui se sont intéressées à ce sujet au même moment. Sachant qu'on a été aussi pas mal aidés, conseillés aussi par Christophe Bonneuil, qui est historien au CNRS et qui étudie beaucoup l'histoire de l'agriculture. Mais je vois dans les annexes, quasi les premières pages des annexes, parce qu'il faut dire qu'il y a le bande dessinée, c'est à peu près 150 pages, et après il y a quand même pas mal d'annexes qui sont très intéressantes. C'est un peu la parole aux archives, comme vous dites. Et là, entre autres, il y a la tante de la grand-mère de ta grand-mère. Alors oui, on a glissé des photos de la tante de ma grand-mère, effectivement, Oui. parce que alors elle-même n'avait pas connu le remembrement, en fait, mais on avait besoin pour reconstituer les profils, les vêtements de l'époque, les types sociaux de l'époque du remembrement. On avait besoin de documentation visuelle, et du coup, et moi c'était un de mes rôles aussi d'envoyer au dessinateur Pierre Van Hove des photos anciennes. Et je suis allé voir aussi, j'ai pris quelques-unes des photos familiales. Et du coup, la tante de ma grand-mère a inspiré le physique d'une héroïne de la BD qui était à la tête de la contestation du remembrement dans une commune en Bretonne. Alors, je voudrais quand même, avant de venir à le vrai sujet du livre, qui est le bande dessinée, qui est quand même la véritable réalité des remembrements, les conflits, les dégâts, les conséquences, etc. Mais revenir un tout petit peu sur l'historique, parce que j'ai quand même découvert que c'est bien plus vieille l'idée. Je vois qu'il y avait un voyage d'un certain expert français en 1903 en Allemagne et en Autriche, qui a été très influencé par ce qu'il a vu, des grands champs à perte de vue, j'imagine, mais qu'il y avait déjà une première expérimentation de remembrement déjà en 1912 dans les Vosges. Oui, effectivement, l'influence allemande a été assez importante, sachant que l'Allemagne a été remembrée assez largement dès le 19e siècle, mais on était dans un contexte foncier très différent. En fait, ça concernait beaucoup la Prusse, par exemple, où il y avait des propriétés très grandes avec des grands propriétaires fonciers. C'était très différent de la France, où on avait, depuis la Révolution, pour schématiser, beaucoup de petits propriétaires et beaucoup de petites fermes. Les enjeux étaient assez différents, mais les ingénieurs français se sont inspirés de ce qu'ils ont vu en Allemagne au XIXe siècle, et peu à peu, il y a des lois qui ont été mises en place, et en particulier celle de la loi du 9 mars 41, qui pose vraiment le cadre de la grande époque du remembrement des décennies suivantes. Oui, si j'ai bien compris, pardon Léandre, il y a un premier texte de loi qui date de 1918, mais la grande différence, il semble, entre cette époque-là et ce qui s'est passé sous Vichy, on va évoquer ça un peu plus sans doute, c'est que au début, c'était quand même l'idée qu'il y avait une espèce de
consentement, on pourrait dire. Il n'y avait pas de contrainte absolue qui accompagnait les projets et l'imposition, on pourrait dire, de remembrement sous Vichy. Au départ, les premières lois de 18-19, alors déjà, elles concernent principalement les zones dévastées par le front. Donc, il y avait cet enjeu de reconstituer les limites des parcelles qui étaient méconnaissables. Mais à l'époque, les procédures nécessitaient l'unanimité au sein des commissions communales qui étaient nommées. Et du coup, voilà, c'était un aménagement quand même relativement démocratique de ce point de vue-là. Et c'est ça qui va changer justement avec la loi de 41, qui est beaucoup plus autoritaire, et où cette clause d'unanimité saute, où il y a juste besoin d'une majorité simple dans les décisions des commissions. Et c'est vrai que c'est là où le remembrement va pouvoir vraiment se déployer de façon très massive, parce que du coup, jusque-là, la procédure était trop démocratique finalement pour être imposée partout où les ingénieurs le jugeaient nécessaire. Et du coup, c'est vrai que ce moment de 41 est vraiment important, parce on trouve l'influence des ingénieurs du génie rural dont on a parlé déjà, et d'un certain nombre de technocrates qui voyaient dans Vichy une opportunité de faire advenir leur projet. Et puis ce côté technocratique de Vichy aussi avait bien été montré déjà par un historien américain célèbre, Robert Paxton, en 1973. C'est bien connu. Et par ailleurs, il y avait aussi l'influence, l'injonction allemande à produire pour nourrir le Reich, les troupes d'occupation. La France devait devenir le grenier de l'Europe allemande. Oui, tout à fait. Et du coup, on se rend compte, ce qu'a montré d'ailleurs bien Christophe Bonneuil, c'est que derrière l'image traditionnaliste du régime de Vichy, avec tout le thème du retour à la terre, de la terre qui ne ment pas, etc., eh bien, en fait, on a vraiment un mouvement important de modernisation, de lois de modernisation agricole créées à ce moment-là et qui vont être conservées à la Libération. Et donc voilà, Vichy a été vraiment une étape importante dans l'émergence d'une politique agricole productiviste et modernisatrice, soit. Oui, il y a des personnages assez qui sont beaucoup cités dans cette bande dessinée. Et c'est souvent un peu vraiment des aristocrates. Le comte Hervé Bude de Guébriant, qui était apparemment extrêmement important en 1941, qui possédait 100 à 150 fermes. Et il y avait aussi des structures qui étaient mises en place. On appelait ça la corporation paysanne, qui était un peu un premier pas vers la création d'un seul et unique syndicat. Oui, effectivement, on a cette corporation paysanne sous Vichy, qui est le syndicat unique, auquel on donne un rôle très important dans la procédure du remembrement, parce que c'est le syndicat qui envoie une liste au préfet pour nommer les membres paysans des commissions communales de remembrement. Et ça va être aussi gardé après la Libération. Après, ce sera la section locale de la FNSEA, donc des syndicats majoritaires, qui choisira les membres des commissions de remembrement. Donc là encore, il y a ce rôle du syndicalisme corporatiste qui s'arroge le droit de décider aussi des orientations de l'agriculture pour l'ensemble de la paysannerie. Voilà, avec ce mythe de l'unité paysanne, alors que justement le cas du remembrement montre que le monde paysan était très divers et que tout le monde n'avait pas forcément le même intérêt au remembrement ou à d'autres plans de modernisation promus par l'État et le syndicat, quoi. Je vous rappelle que vous êtes en train d'écouter un entretien avec Léandre Mondard, qui a été le conseiller historique pour une bande dessinée qui s'appelle Champ de bataille, l'histoire enfuie du remembrement, dont l'autrice est Inès Léraud et les dessins sont de Pierre Fanove.
j'aimerais bien en fait que tu essaies de raconter, pour moi c'est impressionnant, la brutalité destructrice de ce processus de remembrement, de mise en œuvre, quoi, je veux dire, et dans un pays où on dit toujours que la propriété est sacrée, quoi, et en fait on arrive chez des gens et ils n'ont rien à dire, et puis voilà, destruction de haies, de talus. J'ai noté aussi cette incroyable histoire de rivière, soi-disant rectifiée. Ben oui, c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est effectivement tout ce caractère très autoritaire de l'aménagement, parce qu'en fait il suffisait de quelques personnes sur une commune pour demander le remembrement, pour qu'ensuite, voilà, une fois que le préfet le déclarait ouvert sur la commune, eh bien, il s'appliquait à tout le monde et personne ne pouvait s'y soustraire. Et la procédure de l'aménagement était dominée à toutes les étapes par l'administration, et il y avait des voies de recours possibles. Voilà, les requérants pouvaient écrire leur réclamation sur un registre qui était examiné par la commission et tout ça. Les recours du remembrement n'étaient pas suspensifs, et par conséquent, des gens pouvaient défendre leur verger, par exemple, qu'on leur soustrayait devant la commission communale, devant ensuite une commission départementale et jusqu'au tribunal administratif et jusqu'au Conseil d'État parfois même. Et donc c'était des procédures très lourdes, très longues et qui demandaient beaucoup de temps, d'argent et de compétences aussi juridiques très pointues. Et même quand les gens obtenaient gain de cause des années après, eh ben c'était trop tard, les bulldozers étaient passés depuis longtemps, les limites des parcelles étaient méconnaissables et il n'y avait plus rien à faire. Donc ce problème-là, au niveau de la justice, est pas nouveau. Oui, on voit bien dans le bande dessinée, c'est bien montré, quoi. Effectivement, des énormes machines, des bulldozers qui arrivent, qui vont détruire les haies, les talus. C'est très important dans le bocage en Bretagne, mais aussi, par exemple, ces vergers qui étaient extrêmement importants pour les familles parce que ça faisait partie un peu du revenu, mais aussi d'une autonomie paysanne. Et je trouvais incroyable aussi cette histoire de rivière rectifiée. Ça veut dire que là où il y avait des petits ruisseaux, des petites rivières, avec des méandres qui traversaient le paysage, on a simplement tout creusé pour qu'il y ait une rivière toute droite, parce que ça permet d'avoir un peu plus, quelques mètres carrés par-ci, par-là, de terres agricoles. Oui, tout à fait. Et ça, les rivières rectifiées, là, par exemple... ça correspond aussi à une période, la période la plus radicale du remembrement, qui était en gros entre 60 et 75, où on a commencé à remembrer massivement les régions de bocage, ce qui était moins le cas avant. On s'était plus intéressé aux régions d'open field, de grandes cultures et tout ça, où il n'y avait pas de bocage et c'était beaucoup plus facile techniquement. Et après 60, après les lois d'orientation agricole de Gaulle, Pisani et tout ça, on va lâcher les bulldozers dans le bocage, et là ça va vraiment être le massacre, quoi. Il y a des kilomètres vraiment faramineux de haies et de talus qui disparaissent, et le paysage change brutalement du jour au lendemain. Et il y a aussi un côté traumatisant là-dedans. Inès, par exemple, aussi s'est intéressée au regard des enfants au moment du remembrement, où elle a fait une émission, par exemple, pour Les Pieds sur Terre sur France Culture, qui s'appelle Le Grand Remembrement, et où elle a enregistré ces témoignages d'enfants, où il y a vraiment l'émotion qui pointe, parce que autant il pouvait y avoir les adultes à l'époque, certains adultes qui étaient la tête dans le guidon et qui s'attardaient pas trop sur les sentiments, mais ça pouvait vraiment être quelque chose de traumatisant, notamment pour les enfants. Et aussi pour beaucoup d'autres adultes qui perdaient aussi à l'opération, parce que le remembrement tendait dans la procédure à privilégier un certain profil d'agriculteurs, donc typiquement les jeunes modernistes proches du syndicat majoritaire, et plein d'autres profils, par exemple des paysans et paysannes plus âgés, des gens qui voulaient pas ou qui pouvaient pas se moderniser, d'autres gens, des couples qui avaient gardé une petite activité agricole avec un membre du couple qui allait travailler à l'extérieur. Tous ces profils-là, qui étaient quand même très
très représentés dans les campagnes, eh bien, ont été quand même lésés de manière générale par le remembrement et ont été un peu poussés de la terre, évacués de la terre avec tout ça, quoi. Oui, mais je veux dire, on sent vraiment une sorte de sidération, un choc chez les paysans adultes et enfants, enfin beaucoup à l'époque, ce qui a amené à des conflits, à des résistances. Et je trouve assez impressionnant cette histoire de Féguérac, une commune où il y avait tellement d'opposition, y compris, je crois, du maire et enfin une grande majorité des habitants en tout cas, qu'il y a des CRS et des gendarmes qui étaient stationnés pendant 2 ans et demi quand même, parce que sinon ils n'auraient pas pu mener à bien ce remembrement. Oui, effectivement, et cette commune-là, Féguérac, était importante en Loire-Atlantique parce que c'était en gros la première commune remembrée dans l'Ouest, et donc c'était un peu une opération test, une opération vitrine aussi. Et du coup, il fallait pas que ça foire, d'où vraiment le zèle des autorités à imposer le remembrement coûte que coûte pour qu'il se fasse. Et après, il y a eu une résistance très très importante, qui a eu des échos, même à l'époque dans la presse nationale ou à l'Assemblée nationale, on parlait du cas de Féguérac. Les députés communistes à l'époque qui ont donné leur soutien aux paysans contestataires de Féguérac. Enfin, ça a vraiment eu un très large écho, mais le remembrement a fini par se faire sous la protection des forces de l'ordre. Et après, ce genre de répression, on le retrouve dans pas mal de communes, en fait, en tout cas en Bretagne. Il y a d'autres communes comme Trébrivant, par exemple, aussi, dont on raconte l'histoire dans la BD, où pareil, il y a ces forces de l'ordre qui sont très très présentes pendant plusieurs années, et ça montre en fait aussi en creux quand même la violence de la modernisation agricole qui est rarement présentée sous ce jour-là, parce que l'historiographie dominante jusqu'ici et tous les grands récits qu'on en fait, c'est un peu le récit d'une révolution silencieuse. C'est une expression qu'on pas mal utilisée encore d'après le titre d'un bouquin de Michel de Baptiste, qui était président de la FNSEA, un bouquin de 63. Mais finalement, à plein d'égards, cette révolution agricole, elle était loin d'être silencieuse, comme le montrent déjà les contestations du remembrement, quoi. Moi, j'ai trouvé une des choses les plus étonnantes tout à fait au début du livre, c'est que c'est indiqué qu'en fait, il y a jamais eu vraiment un livre de sciences humaines sur toute cette histoire. Et l'impact, c'est tellement énorme, on viendra peut-être un peu plus là-dessus après, mais l'impact sur la population rurale agricole en France était énorme, mais juste pour la commune de Féguérac, apparemment, avant le remembrement, il y avait 100 agriculteurs sur la commune, et actuellement, il y a seulement 2. C'est faramineux, quoi. Ouais, effectivement. Et après, il n'y a pas que le remembrement, bien sûr, qui a mené à ça, oui. Qui joue dans toutes ces trajectoires-là, mais c'est évident que c'est un élément d'un tout. Et puis, en plus, finalement, en Bretagne, par exemple, on est passé d'une région qui était considérée comme très en retard au sortir de la guerre, avec vraiment un imaginaire. On disait que la Bretagne, où les paysans vivaient comme au XIXe siècle, c'était un conservatoire des traditions, des choses comme ça. Et en 20 à 30 ans, on arrive à ce modèle agricole breton, où la Bretagne devient la première région d'élevage en France, et une transition extrêmement rapide. Et on imagine mal, en fait, comment cette transition ait pu se faire sans un certain degré de violence. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que
cette transition, elle n'aurait pas pu se faire sans remembrement, en fait. Et du coup, c'est là où on voit aussi l'importance qu'a eu cet aménagement dans l'orientation globale qui a été prise par l'agriculture en France, quasiment. Oui, moi je trouvais aussi très touchant, étant le BD, c'est un peu l'impact plus sur les individus, sur des paysans, des paysannes. On parle beaucoup de perte de savoir-faire, parce qu'ils avaient toute une connaissance par rapport à notre autonomie paysanne, on pourrait dire, dans un peu tous les domaines, pour les cultures élevage, avec des vergers, avec quelques vaches, avec peut-être des cochons, etc., etc. Vraiment un savoir-faire assez vaste, mais qui était complètement mis en cause par le discours officiel de l'époque, qui disait tout ça c'est bidon, maintenant c'est les tracteurs, c'est la modernisation, c'est fini toute cette histoire d'autonomie et autosubsistance, qui a amené à une sorte de solitude, c'est expliqué dans le BD, également parce que l'imposition de conseillers techniques, etc., qui faisait que bon, souvent, il y avait un sorte de manque de confiance en soi, parce que vraiment, tout est mis en question, et donc ça a mené à beaucoup de souffrances et pas mal de suicides, en fait. Oui, c'est clair. Alors, il y a eu déjà des suicides liés au remembrement, même aussi beaucoup de gens qui sont allés en HP, voilà, qui sont, voilà, qui ont vraiment été traumatisés, quoi, vraiment au sens propre. Mais après... l'arrivée du système intensif dans les campagnes, c'est arrivé très, très rapide et très brutal, a eu des conséquences, voilà, même sur les paysans, les agriculteurs qu'on considère parfois comme les gagnants de cette histoire, enfin ceux ou les survivants, comme on veut, ceux qui sont restés, en tout cas, voilà, qui sont restés dans le métier et qui se sont modernisés. On voit aussi que il y a un très fort taux de suicide dans ce groupe social. Et il y a une sociologue, malheureusement un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelle Michel Salmona, qui a étudié dès les années 60 les souffrances en fait des paysans en cours de modernisation. Et puis voilà, elle décrit très bien cette perte de l'autonomie, ce manque de confiance en soi face aux injonctions, aux nouvelles injonctions des conseillers, voilà, qui dévalorise en fait tous les savoirs vernaculaires et toutes les pratiques voilà, qui étaient transmises. Et c'est vrai que là on est face à du coup une mutation voilà, anthropologique, quoi. C'est vraiment massif. Et c'est le même moment aussi où les gens abandonnent les langues locales. Il y a vraiment un changement de monde sur un temps relativement court. Et ce qu'on sent aussi, c'est répété à plusieurs reprises dans le monde dessiné, c'est en fait deux camps qui ne se parlent plus, une sorte de polarisation assez dramatique, qu'il y a des voisins ne parlent plus parce qu'il y a un qui était pour le moment et d'autres qui étaient contre. Ouais, bah oui, c'est la mémoire du remembrement, elle est encore chaude sur le terrain dans beaucoup d'endroits, et on s'en rend compte quand on va interroger les gens sur le sujet, et on voit des familles encore qui se parlent plus depuis l'époque du remembrement. Il y a même des villages comme Géfos par exemple en Normandie où il y a un bar, le bar des pro-remembrements et le bar des anti-remembrements, avec deux sociétés de chasse aussi. Les communautés villageoises ont vraiment été fragmentées dans plein d'endroits, et ça a fragilisé évidemment toutes les pratiques d'entraide paysannes qu'il pouvait y avoir. Et ça, c'est encore des effets très diffus, mais massifs, sans doute, du remembrement, qui a vraiment été une histoire conflictuelle, quoi. Poursuivons notre conversation avec Léandre Mondard, qui est historien et qui a apporté des conseils à l'équipe qui vient de publier une très belle bande dessinée qui s'appelle Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement. Donc c'est Inès Leroux pour les textes et Pierre Vanhove pour les dessins.
Autre aspect, je trouve important, c'est que tout ça, c'est en même temps que l'industrialisation généralisée du pays après le fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, en fait, ça a arrangé beaucoup de faire en sorte que énormément de paysans et paysannes quittent leurs terres et donc deviennent des ouvriers. On parle dans le bande dessinée des paysans de Citroën, par exemple. Et parallèlement à ça, c'est aussi expliqué que, en fait, tout ça, cette modernisation de l'agriculture, c'était important pour diminuer les prix d'aliments en général, pour que des gens puissent dépenser plus pour les biens manufacturés, quoi. Bah oui, tout ça c'est très bien illustré par les mesures prises en 60-62 sous De Gaulle, Pisani et tout ça, où vraiment l'objectif affiché, hein, c'est de diminuer la population paysanne, hein, de faire grandir, de grossir les exploitations, d'évacuer les paysans les plus âgés de la terre, hein. C'est l'époque, par exemple, aussi on met en place l'IVD, l'indemnité viagère de départ. On donne une pension aux agriculteurs les plus âgés, de plus de 55 ans, qui reçoivent une retraite supérieure si leurs terres vont à l'agrandissement, que s'ils la transmettent à leur fils, par exemple. Il y a effectivement la volonté de mettre l'agriculture au service de l'expansion industrielle, où c'est l'objectif premier, hein. Il faut que l'agriculture aussi emploie des machines, consomme des produits de l'industrie, des pesticides, des engrais, du machinisme. Et tout ça, finalement, c'est une politique qui est tournée vers un désir de puissance, où l'horizon finalement des gouvernants est géopolitique, hein. C'est de peser en tant que puissance économique et donc politique sur l'échiquier international. Enfin, c'est sous De Gaulle, hein, que tout ça se fait. Donc, et maintenant, c'est pas très étonnant que la population agricole est autant diminuée, sachant qu'au sortir de la guerre, on avait autour de 6 millions d'agriculteurs et agricultrices, et qu'aujourd'hui, on est à moins de 400 000 et sans doute à 200 000 dans 10 ans. Donc voilà, on est sur une perte de plus de 90%. Là, c'est vraiment c'est énorme, quoi. Il y a encore un chapitre qu'il faudrait qu'on évoque quand même, c'est les conséquences écologiques du remembrement, parce que évidemment on peut parler très longuement là-dessus, mais j'ai noté en tout cas les questions de l'eau, avec ces rivières en plus soi-disant rectifiées, mais apparemment il y a un truc qui s'appelle hydromorphie, c'est un phénomène que la terre est complètement saturée d'eau et qu'il y a une baisse de fertilité. Il y a aussi une question de température parce qu'il n'y a plus les bois, les haies, etc. Le problème d'érosion, on évoque la terre qui arrive à la mer. Et oui, parce que les talus et les haies avaient l'avantage de retenir l'eau et de faire en sorte qu'elle ne s'échappe pas trop. Et en fait, le remembrement a entraîné une accélération globale des flux d'eau, sachant qu'en plus beaucoup de terres avec le remembrement ont été drainées aussi et mises en culture du coup. Et quand les terres sont mises en culture, elles sont plus facilement lessivables. Donc, et quand on les met en culture, on utilise aussi des engrais, des pesticides. Et donc tout ça finalement se retrouve dans les rivières et in fine dans la mer. Et d'où les problèmes aujourd'hui, algues vertes notamment, et tout ça. Il y a une pollution incroyable des sources et fontaines, c'est 98% je crois dans la Côte d'Armor, c'est impressionnant quoi. Ouais, ouais. Sachant que oui, ce qu'on a dans les Côtes d'Armor, un grand bassin aussi de production porcine. Et c'est vrai que les conséquences environnementales aussi, elles sont dans la chute de la biodiversité, parce que le bocage, les haies, abritent quand même beaucoup d'insectes, pollinisateurs et de prédateurs aussi, comme des oiseaux aussi qui vont
être prédateur des nuisibles, enfin nommés comme tels en tout cas des rongeurs voilà, qui nuisent aux cultures, etc. Et donc la disparition du bocage dérègle finalement tous ces équilibres-là. Et du coup, d'où l'emploi accru ensuite de pesticides notamment. On pourrait continuer très longtemps. On arrive vraiment un peu vers la fin de notre émission, donc on espère pouvoir refaire une fois en plus grand détail. En tout cas, je rappelle que nous sommes en train de parler de la bande dessinée Champ de bataille de Inès Leroux et Pierre von Hove, pour lesquels toi, donc Léandre Mondard, tu as était un peu conseiller historique, il faut dire, beaucoup accompagné Inès Leroux dans toute cette enquête. Il y a juste une petite dernière chose que je trouvais assez marrant, parce que, bon, marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais on découvre des noms très connus, et parfois c'est surprenant. J'ai noté entre autres le nom de René Dumont, en 1943, donc sous Vichy, qui dit que la loi de mars 1941 permet le remembrement même contre une majorité de propriétaires incompréhensifs. Heureusement, car il y a pour l'agriculture française une question de vie ou de mort. Les agriculteurs allemands nous regardent, sachant leur montrer une agriculture au courant des plus récentes techniques. Bon, il faut dire qu'il a un peu évolué par la suite. Hein. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on retient souvent de René Dumont plutôt son pull rouge et son verre d'eau pendant la campagne présidentielle de 1974, la première candidature écologiste, etc. Oui. Mais ce qu'on connaît moins souvent, c'est son passé d'agronome très, très moderniste et très fervent promoteur du remembrement, entre autres, encore dans les années 50 et sous la guerre. Et c'est vrai qu'il y a eu des revirements comme ça. Edgar Pisani également, qui a eu oui. Il a regretté un peu. Il avait un peu un regret, une certaine honte même. Oui. Oui. Il y a un autre nom qui est très très connu, c'est Jean Monnet. Et ça, c'était quand même un des piliers de la création de la communauté européenne, à l'époque. Mais il y a une incroyable citation de lui, je trouve. Il faut établir l'état de réceptivité aux microbes modernisation en créant des foyers d'infection. C'est pas mal. Et oui, effectivement, c'est tout un ensemble de figures comme ça c'est un moment aussi, des années 50 là, où 50-60, c'est les 30 glorieuses dans toute leur splendeur. Après, il y a la dernière citation que j'aimerais bien donner, parce que en fait, à part l'épilogue, mais ça finit avec ça, avec un personnage qui est caché derrière un grand ballot de foin, et on voit un peu de fumée qui sort, et on regarde, et en fait, il s'agit de Karl Marx, qui en 1867 a dit « Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. » Finalement, il a bien dit. Et oui, ça c'est un clin d'œil du dessinateur Pierre von Hove, qui est un grand lecteur des œuvres de Karl Marx, donc qui a inséré cette citation. Mais très bien, mais en tout cas Léandre, merci beaucoup. Donc l'histoire enfouie du remembrement, Champ de bataille, c'est depuis peu, ça sorti il y a un mois ou deux peut-être, chez la Revue Dessinée. Une coédition avec Delcourt. Oui, c'est ça, Delcourt, oui. Mais merci beaucoup, et j'espère qu'on aura l'occasion d'évoquer tout ça, parce que on pourrait aller beaucoup plus en détail. Il y a vraiment des histoires très touchantes, mais aussi beaucoup de détails. Tous ces éléments dont on a parlé et bien d'autres sont évoqués dans cette bande dessinée. Merci à toi. Mais merci. Et à très bientôt. À bientôt, oui, merci. C'était l'histoire enfouie du remembrement
une émission de Radio Zinzine. C'était donc un entretien avec Léandre Mondard, qui est en train de rédiger une thèse sur cette fameuse question du remembrement et qui a apporté beaucoup de conseils à Inès Leroux, autrice, et à Pierre Fanov, dessinateur, qui viennent de publier la très belle et instructive bande dessinée Champ de bataille, l'histoire enfuie du remembrement. Les musiques qui accompagnent cette émission sont de deux duos, surtout des musiciens bretons. D'une part de Pierre-Laurent Bertolino qui vient lui de Marseille et Gurvan Legac avec leur disque Ubiquité, et d'autre part de Erwan Mengi et Erwan Berenguer. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Zinzine qui est www.radiozinzine.org.